Rebonjour à vous, bienvenue à cette deuxième capsule dans laquelle on se penchera plus en détail sur le contexte de parution, les différentes éditions d'Un homme et son péché, puis sa réception, afin de voir tranquillement comment se crée un classique, comment fonctionne le processus de consécration dans le cas de l'œuvre de Claude-Henri Grignion. Donc, on va jeter un regard sur les différentes éditions d'Un homme et son péché, d'abord du vivant de l'auteur, c'est-à-dire entre 1933 et 1976. On verra que l'œuvre a connu plusieurs éditions. Donc, d'abord, l'œuvre paraît en 1933 aux éditions du Totem, qui est une maison d'édition fondée par Albert Pelletier, qui est un régionaliste canadianisant, donc j'ai évoqué dans la capsule précédente. Donc les éditions du Totem sont reconnues pour leur indépendance d'esprit, leur audace, aussi leur volonté de publier des œuvres de qualité, une orientation résolument littéraire. Donc ils produisent des ouvrages de qualité irréprochable. Grignion va donc approcher Pelletier pour faire publier son roman. Mais la particularité ici, c'est que Grignion va financer lui-même l'apparition de son roman aux éditions du Totem afin de pouvoir en conserver les droits. Et donc, ça va lui être utile puisque ça va lui permettre de publier ailleurs par la suite, comme on le verra. Donc, le roman est édité à 3000 exemplaires, ce qui est quand même considérable, mais compte tenu que Grignion est une personne connue dans le milieu littéraire et culturel de cette époque, donc ça s'explique. Et de fait, le roman va connaître un certain succès à la fois de vente, avec 1800 exemplaires vendus dans sa première année, puis un succès critique qui va lui valoir le prix David en 1935. Il faut savoir que le prix David, à cette époque, était offert pour une œuvre spécifique. Aujourd'hui, le prix Athanase David récompense la carrière d'un auteur, mais à l'époque, c'est pour un roman ou pour un recueil de poésie. Donc, Grignion se voit octroyer le prix David en 1935. Ça va créer donc une occasion de republier l'œuvre, et donc cette fois, Grignion va fonder sa propre maison d'édition, les éditions du Vieux Chêne, pour republier l'œuvre sous deux formats. Donc d'abord, ce qu'il appelle une édition définitive, ou une édition revue et corrigée par Grignion en fonction des commentaires qu'il a reçus par des amis, des critiques, après l'apparition ou après la remise du prix David. Et donc, cette édition, elle va être définitive, mais ce sera aussi une édition de luxe, tirée à seulement 500 exemplaires, illustrée de gravures de Maurice Gaudreau. Et donc, deuxième format que prendra cette réédition, c'est une édition expurgée pour un public scolaire, donc un public très large. Ici, 2725 exemplaires seront produits. Expurgée au sens où Grignion va enlever tout ce qui renvoie à l'aspect sensuel, à l'évocation des plaisirs charnels. Vous avez peut-être remarqué que c'est quand même présent, surtout au début du roman. Et ce sera remplacé par le vice de l'ivrognerie, qui paraît peut-être moins tendancieux auprès d'un public scolaire jeune. Donc, cette édition va être diffusée largement après à partir de 1935. Donc, si cette édition est diffusée largement, reste que c'est auprès d'un public scolaire. Et donc, l'œuvre, même après le prix David, le roman va avoir tendance à tomber dans l'oubli. Il ne va pas, disons, être diffusé dans le grand public en général. L'édition de luxe ne le permet pas, et l'édition scolaire se destine à une clientèle spécifique. Et donc, ce qui va redonner un deuxième souffle au roman, c'est le radio-roman dont je vous reparlerai, qui commence à être diffusé en 1939 et qui, lui, va obtenir un très grand succès. Et donc, Grignion y voit l'occasion de republier son roman, toujours aux éditions du Vieux Chêne, et cette fois à 16 000 exemplaires. Donc, il est tout à fait confiant que la popularité du radio-roman va se traduire en une popularité du roman lui-même.
Et il n'aura pas tort, hein, puisque cette édition va aussi être rééditée, donc ou réimprimée en 42, de 42 à 45 à 19 000 exemplaires. Donc là, vraiment, l'œuvre atteint un public très large, hein, et vendue de façon massive. Et donc cette édition de 41 est à nouveau illustrée, mais cette fois d'illustration de Simone Aubry, et elle contient une préface de l'auteur, donc une préface de Claude-Henri Grignon de 41. Entre 41 donc, et 1950, sont diffusés les plus de 35 000 exemplaires de l'édition de 41. En 1950, Grignon sent le besoin de refaire une nouvelle édition, cette fois dans une nouvelle maison d'édition qu'il a fondée à Sainte-Adèle, les éditions du Grenier, mais qui est toujours une maison d'édition qu'il a fondée lui-même. Et donc, il fait paraître cette édition en 1950 avec une deuxième préface de l'auteur. Donc, 2 préfaces de l'auteur en 1950. Mais Grignon ne s'arrête pas là, il ajoute une 3e préface à l'édition de 1960 réalisée par le Centre éducatif et culturel, donc édition qui sera réimprimée en 1965 à 5000 exemplaires. Puis Grignon va faire reparaître son roman aux éditions du Grenier en 69, incluant ces 3 préfaces, ainsi que les illustrations de Simone Aubry, et cette édition va être réimprimée en 1972 à 3000 exemplaires. Donc, grosso modo, entre 1933 et 1972, c'est-à-dire en moins de 40 ans, c'est 70 000 exemplaires du roman qui seront diffusés et vendus, ce qui en fait, à tout le moins sur le plan quantitatif, un véritable classique consacré. Donc, si on s'intéresse maintenant à la réception du roman, on va se rendre compte que la réception de Un homme et son péché à sa sortie en 1933 et même par la suite en 1935 est majoritairement élogieuse. Mais pour comprendre cette quasi-unanimité du discours critique, il faut prendre en compte quelques éléments. D'abord, comme Grignon est un critique influent et un polémiste redouté, les autres critiques hésitent souvent à s'en prendre à lui, à critiquer négativement son œuvre, soit parce ces critiques-là sont aussi des auteurs et que donc ils vont craindre que Grignon se venge au moment où il aura à faire la critique de leurs œuvres, soit simplement parce qu'ils craignent sa réponse. Donc 2 exemples de cela. Marcel Hamel, dans un texte de 1936, va écrire « C'est avec un tremblement de mes 10 doigts que j'écris sur Val d'ombre. Son visage me hante comme un cauchemar. » Donc, on voit un peu la force de la crainte que Grignon peut provoquer chez ses adversaires critiques. Autre exemple, Lucien Desbiens, qui est un critique littéraire au Devoir, va affirmer que l'auteur aurait pu cependant nous dispenser de quelques descriptions assez osées et vulgaires. Donc il va émettre un doute sur l'aspect moral de certains passages du roman. Et Grignon va lui répondre dans ses pamphlets de Val d'Ombre, il va répondre à ce beau jeune homme « Takawer, voyons, beau jeune homme, est-ce que les charmes de Bertine hantent encore tes souvenirs? » Et donc, il va retourner un peu l'argument contre le critique et le faire passer pour quelqu'un qui vit mal avec sa sexualité. Il va faire la même chose avec Louvigny de Montigny qui affirmait qu'un homme et son péché constituait un tableau de la dépravation des mœurs, et Grignon va lui répondre dans un article qui s'appelle Médecin, guéris-toi toi-même, donc il lui retourne un peu les problèmes dont il accuse son roman, et donc il va lui dire « Vous êtes le seul à voir le mal où il n'est pas ». Donc, première raison peut-être qui explique une forme d'unanimité du roman de la critique sur le roman de Grignon. Donc, un autre élément à prendre en compte, si on s'intéresse au champ de la critique à l'époque, c'est que le principal adversaire critique de Grignon à cette époque, c'est Louis Dantin.
Or, Louis Dantin va tarder, donc vous le savez, vous vous rappelez peut-être hein, que Dantin est basé aux États-Unis, hein, donc parfois il y a des délais dans les communications, donc Dantin va tarder à envoyer sa critique du roman de Grignon aux médias canadiens-français, qui est une critique plutôt défavorable hein, de Dantin, mais elle va arriver en 1935, presque au même moment de l'octroi du prix David, hein, ce qui va carrément reléguer cette critique et ses réticences à l'oubli. Hein. Donc, ils vont passer un peu dans le beurre de la consécration que constitue le prix David. Et donc, toute la place sera laissée aux critiques élogieuses du roman fait par des amis de Claude-Henri Grignon, que ce soit Marie Lefranc, qui est une Française en plus, donc Grignon bénéficie de l'effet français ici, mais aussi des critiques d'Oliver Asselin ou d'Albert Pelletier hein, qui font l'éloge du roman et ce que eux retiennent du roman, hein, c'est plutôt la valeur morale, la qualité de peinture de caractère, le témoignage religieux de la mort de Donalda comme une image exemplaire de la sainteté. Et donc, c'est un peu ce qui va s'imposer dans le discours critique au lendemain de la parution du roman, alors que tout l'aspect plus érotique de ce roman va être rabroué du revers de la main, notamment par Grignon lui-même. Donc là, je vous parle d'érotisme et peut-être certains d'entre vous, hein, vous dites que vous n'avez pas lu le même roman que moi, hein, ou que vous vous demandez ce qui a bien pu choquer les critiques de l'époque, hein, où sont ces quelques descriptions assez osées et vulgaires. Bien bon, il y a d'abord hein, le passage où on parle de ce monstre d'impureté hein, qui est l'homme aux cheveux roux qui doit sauver son honneur et celui de la petite Célina Labranche qui l'a rendue enceinte, c'est à la page 42 notamment. Donc, premier élément qui peut choquer les mœurs de l'époque, mais Séraphin lui-même n'est pas à l'abri de ses pensées impures et de ses désirs, hein, notamment à l'endroit de Bertine, hein, ce qu'on retrouve à la page 66, hein, où il aimerait bien donc, avoir des rapprochements avec Bertine, hein, donc il imaginait les moyens de posséder bientôt tout à l'heure dans le foin de la grange cette ragoûtante paysanne aux lèvres charnues et rouges, à l'œil vif où paraissaient courir des lueurs de convoitise et d'abandon. Bon. Donc ça c'est le passage sur Bertine, mais de façon beaucoup plus insidieuse, hein, je parlais du langage de l'argent précédemment, donc quand j'ai évoqué le contexte dans la capsule précédente, mais il y a aussi tout ce langage, ce vocabulaire de l'érotisme qui est notamment associé au contact de Séraphin et de son art. Donc, pour terminer cette capsule, j'aimerais vous lire un passage, c'est à la page 35, qui va vous permettre de revoir peut-être le roman un peu autrement. Donc, à la page 35, je commence au milieu, une 10e, 12e ligne à peu près. Alors on parle de son or caché dans les sacs d'avoine. Alors, il le regardait avec amour, puis marmonnait de vagues paroles. Une curiosité immense suivie d'une sensation inexprimable s'emparait de lui, coulait dans tout son être ainsi qu'une poussée de sang neuf et rapide. C'était trop de félicité. Séraphin ne pouvait plus se retenir. Il plongeait sa main osseuse et froide dans le sac, avec lenteur, avec douceur. Il tâtait, il palpait, il fouillait parmi les grains d'avoine. Et lorsqu'il sentait enfin, suprêmes attouchements, la bourse de cuir, ou simplement les cordons, sa jouissance atteignait un paroxysme que ne connut jamais la luxure la plus parfaite, et son cœur battait, fondait, défaillait. Plusieurs fois par jour, il se vautrait dans cette volupté.